Ouais, nickel. Ok, une grande respiration. Ouais. Bienvenue à tous ceux qui nous voient là tout de suite. Donc on est dans le dernier live, le quatrième, Ouais, quatrième live, quatrième live. Dernier troisième. mois d'expérimentation. On a fait un Troisième. d'introduction. Ouais. De ces 3 mois du groupe d'expérimentation. Donc pour revenir un peu dessus, on a ouvert un groupe WhatsApp dédié à l'expérimentation dans les soirées danse, mais pas que, avec un thème par mois et une expérimentation dans ce thème offerte par semaine. Et il y a eu beaucoup de challenges parce que c'était quelque chose de complètement nouveau qui n'existe pas dans le monde de la danse sociale encore. Et il y a eu beaucoup de partages intéressants. Donc aujourd'hui, on va voir le dernier thème qui était celui de étends ton champ de possibilités à travers le jeu. Donc on a voulu finir ces 3 mois avec un thème un petit peu plus fun, si je peux dire ça comme ça. Et on va parler de ce qui est sorti. Ouais. Et je pense que c'était un petit peu un piège aussi. Il y a le côté fun qui était assez évident, où c'est un peu un thème qui est catchy. Mais ce qu'on va voir du coup ensemble, c'est qu'il y a eu des challenges. Et c'est là où ça devient intéressant. Et on va faire comme le précédent live où en fait on a collecté un peu toutes les questions qu'on a eues et toutes les observations qu'on a pu avoir dans le groupe. Et on va structurer ça on va vous poser les questions et on va y répondre directement. N'hésitez pas à participer si vous avez besoin d'approfondissement. Donc la première question, Andrea, la définition. Qu'est-ce que le jeu? Parce que du coup, on parle d'étendre les possibilités au travers du jeu. Et donc, je pense que là, la distinction qui est intéressante à apporter, c'est qu'est-ce que le jeu? Parce qu'on est déjà dans un terrain où on peut se dire, ben, de la danse sociale, il y a déjà, il y a beaucoup de choses qui se passent, ça peut déjà être beaucoup de distractions, ça peut déjà être considéré presque comme un parc d'attractions, il y a des jeux de partout. Mais du coup, la distinction à apporter, c'est plus comment on va prendre un environnement comme une soirée où il y a par exemple, il y a des, on se conforme à une, comment je peux dire, à une manière d'être. On attend de nous quelque chose, on sait qu'on va s'amuser d'une certaine manière, mais en fait, du coup, on va se limiter dans notre manière d'interagir, dans notre manière de danser, dans notre manière d'expérimenter sur ce terrain-là. Et là, le jeu, ça va être la possibilité d'ouvrir des portes pour s'expérimenter. C'est vraiment, je pense que le jeu, ça devient la voie royale, peut devenir, je pense que je mets un accent sur le peut, on y Mm. reviendra, mais peut devenir la voie royale pour s'expérimenter et vraiment se rencontrer au travers de la danse. Mm. Ouais, l'objectif de ce thème, c'était de mettre un peu de conscience, ou même beaucoup de conscience, sur euh, un mécanisme qu'on utilise presque instinctivement, c'est-à-dire d'aller vers ce qui nous attire, ce qui nous amuse, ce qui nous plaît. Et, et justement, en mettant de la conscience dessus, on peut se rendre compte que c'est peut-être pas si évident que ça. Déjà, de pourquoi on fait les choses, pourquoi on va vers ce qui nous plaît, et de vraiment y aller parce qu'on on se nourrit de ça. Et ouais, comme tu disais, l'espace de la danse sociale il est intéressant parce que en même temps, il y a beaucoup de liberté. Je sais que c'est un espace qui est plus libre que ce qu'on expérimente dans nos vies de tous les jours en dehors de la danse. Et en même temps, on se limite beaucoup. Et il y a beaucoup de normes et de ouais, ça c'est ok, ça c'est pas ok. Donc là, l'intérêt de ce thème, c'était surtout d'utiliser cette énergie de l'attirance finalement, de l'attraction, de ok, j'ai envie d'expérimenter ça pour étendre notre champ de possibilités, notre zone de confort, euh, ouais, notre rajouter un peu du contenu à nos prismes d'expérience. Et challenger aussi, du coup, les codes de la danse sociale. Ouais, ouais, ouais. Et
Ouais, et j'ai envie de parler un peu plus de ces soirées danse qu'on fait, qui sont pour moi des... C'est quoi le mot en français? Playground. Des, des Terrain de jeu? terrains de jeu. Des terrains de jeu pour adultes. Dire, il y a tellement de choses qui se passent. C'est un espace artistique, quand même, avant tout, où on s'exprime à travers le mouvement, à travers l'art, à travers la musique. Euh, on, est, on est dans un contact avec l'autre qui est hyper intime, hyper proche. Et donc, moi, quelque chose que j'aime beaucoup de la danse sociale, c'est que on s'expérimente les uns les autres d'une manière qui est... C'est pas juste on a une conversation avec des mots. C'est je rentre dans ton monde. Je connais ton monde. J'expérience ton monde. Et c'est incroyable parce qu'on a chacun des mondes hyper différents, même si on vit dans la même réalité. Et quelque chose qu'on a essayé d'amener à travers ce thème, c'est se servir aussi de ça, se servir des autres, des mondes des autres. Ok, qu'est-ce que cette personne fait? Qu'est-ce que cette personne expérimente, qui est un challenge pour moi? Ou qu'est-ce que elle fait, qu'elle a ou qu'elle ressent que j'ai pas forcément dans mon champ de possibilités? Et de vraiment s'inspirer de ça. Et on se rend compte que il y a des personnes qu'on a tellement expérimentées de manière intime que déjà on a pris quelque chose et on arrive à rentrer dans le personnage et souvent pour s'amuser on s'imite les uns les autres entre danseurs et je trouve ça génial parce que c'est littéralement j'ai tant ce que c'est mon expérience en tant que Andrea avec ce corps, avec cette expression, avec des mouvements qui sont confortables, d'autres qui sont un peu moins confortables et j'autorise mon être à s'exprimer à travers d'autres mécanismes, d'autres mouvements, d'autres comportements. C'est hyper intéressant ce que tu dis et je pense que j'ai envie déjà de plonger dans le mot archétype parce que c'est quelque chose qui est même prouvé, on le voit quand, quand on s'habille d'un archétype, on s'ouvre des portes et on commence à adopter des comportements, on se projette de manière à ce que on fasse des choses qui soient radicalement différentes de ce qu'on fait en temps normal. Parce que on est en permanence avec ce qu'on a l'impression qui est notre identité. Et même quand, enfin, du coup, quand on danse, c'est un terrain fertile à ça, c'est un terrain fertile à s'exprimer de la manière avec laquelle on se perçoit. Et là, la notion d'archétype, ça va vraiment nous apporter ce champ des possibles où tout est absolument expérimentable. Si je suis un animal pendant que je danse, si je suis le personnage d'un film, si je suis quelqu'un que j'aime pas, je vais adopter un comportement qui va radicalement changer de qui je suis ou qui je perçois être. Et c'est là que ça devient hyper intéressant en termes de créativité. Surtout quand on danse aussi avec une autre personne qui peut peut-être entrer dans ce jeu. Et là, il y a plein de facettes et c'est là où c'est absolument passionnant, c'est qu'on peut choisir de le dire, de dire j'expérimente quelque chose de différent, de prévenir, ou on peut choisir de ne pas le dire, on peut le faire avec la personne, viens, on prend tous les deux un autre rôle et c'est juste d'une créativité sans fin. Et puis, si par exemple la reine d'Angleterre joue avec une tortue, même la combinaison des deux va créer des choses complètement folles en fait. C'est pas juste je vais expérimenter la reine d'Angleterre, c'est j'expérimente la reine d'Angleterre en tant que moi, avec cette personne-là qui expérimente la tortue. Donc j'expérimente cette tortue au prisme de cette personne et de qui je suis. Donc on a eu des trucs très, très drôles qui sont sortis, mais On a ça trop c'est envie de pour faire le la mettre. tortue. Et ce que j'aime beaucoup dans la notion d'archétype, c'est, par exemple, dans notre chemin de danse, en général, on a des personnes qu'on admire ou dont on admire la danse et auxquelles on aimerait ressembler. Et le chemin classique pour aller vers ça, c'est de danser comme elle danse. Mais la manière dont cette personne danse va bien au-delà de ce qu'elle fait en tant que mouvement. C'est une attitude, c'est des émotions, c'est une manière de... C'est une posture, c'est un état. Et du coup, de se permettre de vraiment être cette personne, ça va au-delà de la danse. Et on se rend compte que peut-être que les mouvements viennent de l'intérieur plutôt que je travaille ma technique et je travaille euh, l'esthétique extérieure, en fait. Par exemple, une danseuse qui... Moi, j'ai expérimenté de mettre dans la peau d'une professeure de Paris qui est très forte pour garder sa technique et ne pas se
laisser... ouais, elle s'adapte pas à un leader qui ne correspond pas à la technique de sa danse. Et ouais, au-delà des mouvements, c'était vraiment une posture de je suis centrée, je reste en moi, je ne fais le mouvement que si il fait sens pour mon corps. Et c'était incroyable. J'ai l'impression d'avoir gagné un super pouvoir, bien au-delà de ce que je pouvais voir de cette danseuse, mais vraiment de ressentir, ok, ce que je crée avec ce pouvoir, quoi. C'est ça, et du coup, là, tu vas tout de suite dans le se rajouter des aptitudes. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai l'impression que je suis pas quelqu'un de créative pour mes stylings et que là, je m'imagine être quelqu'un qui, pour moi, est super créatif dans ses stylings, je vais découvrir des chemins, des mouvements que jamais j'aurais pensé faire et c'est mon corps qui le fait. C'est pas la personne qui le fait, c'est moi qui le fais avec juste mon esprit, mes sensations et en plus de ça, quand tu dis justement qu'on n'expérimente pas que ce que la personne pourrait faire physiquement, on rentre dans le personnage où on peut clairement expérimenter aussi des émotions, des sensations différentes. Et évidemment, le champ des possibles est encore plus large parce que du coup, quand on dit qu'on vit sa danse, là, le fait de s'imaginer être quelqu'un d'autre, être quelque chose d'autre et se sentir vraiment pousser des ailes dans les ressentis, ça permet, même pour notre propre être et pour notre propre individu, ça permet ouais, d'être dans une sorte de mission de OK, waouh, qu'est-ce que c'est que de ressentir la confiance en moi? Qu'est-ce que c'est que de ressentir cette joie de vivre ou au contraire cette colère et c'est des choses que peut-être on ne se serait pas autorisé à vivre en tant que nous, moi en tant que Elsa ou justement cette personne, si je me dis ah ben elle exprime vraiment bien la colère ou l'extrême joie ou l'extase ou ben là je vais m'autoriser à aller jusqu'au fond de cette émotion ce sentiment qui est en train de se produire potentiellement chez cette personne. Du coup, j'ai envie de transitionner vers une autre question euh, qui était, ouais, quelle est la dynamique du jeu et comment on peut se servir du jeu pour s'étendre, pour s'explorer. Et c'était vraiment ça le thème, l'objectif du thème, c'est pas juste jouer pour jouer, c'est pas juste utiliser le jeu pour s'amuser, c'est utiliser la sagesse de de cette énergie d'attraction pour m'indiquer où est-ce qu'il y a un potentiel pour moi de me transformer, de d'offrir plus d'espace à mon être pour que je puisse m'exprimer à travers un prisme toujours plus large. Et c'est là qu'il y a la distinction. Donc l'énergie de ce sentiment, c'est la joie. C'est vraiment ce qui nous procure du plaisir, ce qui nous étend, on sent une expansion. Et il y a une distinction entre ressentir de la joie consciente et ressentir de la joie inconsciente. La joie consciente, c'est celle qui nous étend, qui donne de l'espace à mon être. La joie inconsciente, ça va être plutôt celle qui va venir cacher autre chose. Donc je pense par exemple quelque chose que j'ai amené dans le groupe, c'est de vraiment mettre de la conscience sur l'humour. Et de, ok, c'est génial de faire des choses pour s'amuser, pour vraiment ressentir cette joie. Et parfois, on utilise l'humour pour complètement décrédibiliser ce qu'on fait. Donc, le potentiel de transformation est complètement détruit, en fait. Parce que ça rend ce que je fais, par exemple, si je fais la tortue, et que du coup, je me mets dans une position tortue, et je me marre. Évidemment, c'est marrant, parce que c'est quelque chose qui est complètement en dehors de, de ma boîte, de mon expérience en tant que Andrea. Mais si je rends ça vraiment comique, si je continue à en rire, ça le rend quelque chose qui n'est pas réel. C'est juste pour rire. C'est ça, c'est juste pour rire. Et du coup, à inviter à aller sentir cette joie de et si c'était pas juste pour rire? Et si vraiment il y avait quelque chose de sérieux, pas sérieux en mode c'est chiant et c'est ennuyant, de sérieux dans l'authenticité de la joie que je ressens à ce moment. Être une tortue et aller explorer la lenteur du mouvement, ça doit être incroyable. C'est exactement pour ça au tout début, on dit vraiment que le jeu est une porte qui peut
amener vers énormément de transformation, énormément d'exploration, mais si c'est conscientisé. Parce que justement, l'humour vient très très vite. Et ça veut pas dire qu'il faut pas rire, ça veut pas dire qu'il faut pas rentrer dans l'humour. Mais si on rentre dans un archétype, par exemple, dans cet exemple précis, et que justement on reste bloqué sur cette espèce d'élément qui nous fait rire, c'est peut-être pour cacher cette honte ou pour cacher le fait que on n'a pas envie de se montrer comme ça. Il y a beaucoup de regard des autres aussi qui rentrent en jeu. Donc, comment je peux tirer le meilleur de cette expérience en étant pleinement cette tortue? Mais qu'est-ce que ça veut dire être tortue? Parce que ça peut être drôle, ça peut être même, on peut se dire, bah, c'est pas forcément gracieux, mais c'est quoi les qualités qu'elle peut avoir qui vont me servir là, maintenant, tout de suite pour me transcender dans la danse? Ouais, il y a deux choses qui me viennent. La première, c'est pour moi, cette joie consciente, elle est indissociable de la peur consciente. Parce que si je vais expérimenter quelque chose qui est au-delà de ma zone de confort, forcément, je vais sentir de la peur consciente. Tortue Jiménez, comment ça me fait rire. J'ai envie de faire l'accent, mais je vais pas le faire. euh, je vais sentir de la peur consciente parce que je m'approche justement de la limite de ma zone de confort. Donc elle m'indique que, ok, là, il y a quelque chose que je ne connais pas. Et ce qui se passe en général quand on utilise l'humour, c'est qu'on utilise l'humour pour ne pas ressentir cette peur. Et donc, ce qui est intéressant dans ce thème, c'est que, oui, on utilisait l'énergie de la joie et l'information de la joie pour nous indiquer, ok, là, j'ai envie d'expérimenter ça. Mais si on restait bloqué dans la joie, si on n'était pas capable d'expérimenter autre chose que de la joie, c'est possible qu'on bloque le potentiel de transformation. Parce que, et c'est aussi là qu'il y avait la question de est-ce que j'en parle à mon partenaire ou est-ce que j'en parle pas. Donc après, il y avait des choses un peu plus subtiles. Mais par exemple, si je me mets en mode reine d'Angleterre, je m'habille en reine d'Angleterre et que j'arrive dans la soirée sans prévenir personne que je suis en train de faire une expérimentation, j'ai peur. C'est complètement inconfortable. Donc j'ai deux choix. Soit je reste dans mon personnage et je ressens cette peur. Et dans ce cas-là, il se passe quelque chose en moi, il y a vraiment quelque chose qui se transforme. C'est-à-dire je reste dans mon centre, je crée une nouvelle réalité pour moi et je me sépare de ce que pensent les autres. Ou alors je le rends comique. Et dans ce cas-là, c'est beaucoup moins dangereux, puisque c'est une blague. Je veux juste mettre une toute petite subtilité dans le sens où, encore une fois, le but, c'est pas de pas s'amuser, euh, mais c'est de garder cette observation, en fait, de ce qui se joue en nous. Ça veut pas dire qu'on, d'un seul coup, on va réussir à expérimenter la peur, à vraiment aller jusqu'au bout de cette sensation-là que ça procure et que, trop cool, on a gagné une nouvelle capacité de ressentir la peur. C'est que rien que le fait de comprendre qu'on est en train de ressentir de la peur, qu'on est en train de traverser un inconfort et qu'on est en train de traverser une sortie de zone de confort qui fait que du coup, par le simple fait qu'on ressent ça, ça fait qu'on est déjà en train d'étendre des parties de nous. Rien que ça, déjà, c'est magnifique. Ça nous donne des opportunités d'être qui sont juste folles. Et donc le but, c'est encore une fois on le dit souvent dans ces lives, c'est pas d'entrer dans un jugement de ah ben j'ai pas réussi à faire ça ou ben là j'ai ri et donc j'ai pas pu faire l'exercice Mmh. correctement. Non, c'est ok là je vois que c'est dur pour moi. Ok, même juste cette simple observation, ça me montre que je suis déjà en train de traverser cette zone de confort. Et waouh, trop bien. Enfin, c'est déjà un succès qui est énorme. S'autoriser à vivre ça. Parce qu'on ne s'autorise pas à sortir de sa zone de confort la plupart du temps. Surtout dans un endroit où c'est forcément très sociable, il y a des interactions, on veut être vu d'une certaine manière, on veut expérimenter la soirée d'une certaine manière, donc on ne sort pas de notre zone de confort. Et donc là, le challenge à juste mettre un pas dehors, rien que ça, pour certaines personnes, c'est déjà énorme. Et il faut pouvoir s'applaudir aussi là-dessus. Ouais. Et, et la peur a beaucoup d'informations. Alors juste comme tu as dit, de mettre de la conscience sur ah, là, il y a de la confort, je ressens de la peur. Je ressens de la peur parce que le regard des gens, je me présente d'une manière différente. Et si, et si, et si. Et là, déjà, ça nous donne une information sur quelque chose où on peut grandir. Et je veux rajouter encore quelque chose parce que on m'a souvent dit que dans ces expérimentations-là, il pouvait y avoir une problématique de tout mentaliser.
Par exemple, là, ben, je ressens la peur, donc se poser la question, ah ben là je ressens la peur et pourquoi? Donc ça devient quelque chose d'actif dans la tête. Donc euh, il y a le côté contraignant, en tout cas la peur que ça devienne contraignant. Mais en fait, là, le but n'est pas justement de rester dans le mental, c'est de s'autoriser à ressentir. On est là pour ressentir. Et notre but, avec Andrea, enfin je parle aussi pour nous, j'imagine, mais le but, c'est d'ouvrir des portes pour ressentir, pour accepter l'être qu'on est dans son entièreté, avec nos blablas mentaux et avec tout le panel d'émotions, de sensations et du coup d'opportunités qui s'offrent à nous. Et la plupart du temps, on se coupe de tout ça parce que on veut se conformer, la plupart du temps, pour beaucoup d'autres raisons aussi. Mais voilà, s'autoriser à ouvrir des portes par le ressenti, c'est un vrai cadeau en fait que notre rien que le fait qu'on soit en vie, ça puisse nous offrir. Ouais, je rebondis là-dessus. Du coup, là, le thème, c'est vrai qu'il y avait vraiment une invitation à explorer l'énergie de la joie et du sentiment de la joie et de l'information qu'elle peut nous apporter. Et du coup, ça ouvre une porte sur comment on peut se reconnecter à ce qu'on ressent et utiliser les informations de nos sentiments comme une boussole interne. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment des ressources incroyables pour nous guider dans notre vie, pour nous donner des informations sur, OK, où est-ce que j'ai besoin de mettre une limite? Où est-ce qu'il y a un potentiel pour moi de grandir? Où est-ce que j'ai envie de rentrer en connexion avec telle personne ou tel être? Et je trouve ça vraiment magique. Pour moi, c'est une des ressources que vraiment on n'a pas eu la chance euh, d'explorer dans cette culture. Personne nous a appris à sentir. Personne nous a expliqué ce que c'était une émotion, un sentiment, ce qui se passait à l'intérieur. Du coup, de reconnecter avec ça, c'est vraiment, il y a tellement d'or en fait pour nous reconnecter à notre expérience en tant qu'humain. Et l'expérience de la danse. Qu'est-ce que c'est la danse sans ressentir? Et là, du coup, je porte qui s'ouvre sur le mot ennui. Mm. Parce que quand on ne ressent pas, quand on fait mécaniquement des choses, enfin, là, je parle de la danse, mais je parle pour absolument tout, la lassitude qu'on attrape à justement rester bloqué dans le non-ressenti, ça nous paralyse, ça nous empêche de développer des connexions, autant avec nous-mêmes qu'avec les autres. Ça nous empêche de jouer, même d'être dans la joie. On se coupe de la joie consciente. Et ouais, en tout cas, c'est un peu le syndrome du danseur qui fait que des soirées, on va dire, enfin, peu importe le nom, mais au fur et à mesure de les accumuler, une fois qu'on a tout vu, on a l'impression d'avoir tout vu. On a l'impression d'avoir poncé tout ce qu'il y avait à poncer et du coup, il y a une vraie lassitude qui se met en place. Et là, le jeu peut justement mettre des nouvelles opportunités d'interaction avec soi-même et avec le monde qui est c'est hyper intéressant. Ouais, je trouve ça hyper intéressant parce que déjà l'ennui dans l'expérience humaine, je trouve ça dingue parce que il y a tellement à expérimenter. C'est-à-dire, on est dans une réalité où il y a tellement de choses à vivre, tellement de choses à expérimenter que rien que le fait qu'on puisse s'ennuyer, c'est complètement dingue. Et il y a une sagesse très profonde dans l'ennui parce que c'est ce qui va nous permettre d'aller chercher plus. Parce que pour moi, la seule chose qui est, qui est, ouais, qui est permanente dans cette réalité, c'est qu'on évolue tout le temps. Et donc, d'arriver à ce stade où on s'ennuie, c'est le truc qui va soit nous faire abandonner, et ça c'est ce qui se passe dans beaucoup de danseurs parce qu'ils ne trouvent pas de possibilités. Ils ont l'impression d'avoir tout exploré, comme tu as dit. Soit d'aller chercher, ok, comment j'approfondis mon expérience. Et ouais, j'ai l'impression qu'en bachata, ça commence tout juste. J'ai l'impression qu'on avait touché un palier et que là, il y a des choses qui s'ouvrent. De waouh, mais il y a encore tout ça qu'on peut expérimenter dans la danse et dans la bachata. Et donc, le pouvoir de, de, de aussi d'avoir une espèce ouais, d'avoir une foi en ce champ infini de possibilités. Qui, ok, là, je ne vois pas de possibilités. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Et donc, si je sais qu'il y en a, je vais pouvoir utiliser
cette technologie, cette sagesse de ma joie pour me dire, là, j'ai envie d'expérimenter ça. Je trouve ça fou. C'est tellement intéressant. Et en même temps, ça me fait penser aussi au concept de... En fait, je vois ça quand on rentre dans une routine, dans quelque chose qui se répète continuellement, on a vraiment cette impression de ah bah c'est ça la bachata. Genre j'ai tout Mmh. exploré de la bachata, du zoubé ou de la kizomba ou autre. Et cette croyance, à force de l'expérimenter et à force de la valider, on se coupe encore plus de toutes les possibilités qui peuvent exister. Et là où le jeu est intéressant, c'est un peu euh, je sais pas si ça peut parler, mais j'ai un peu des termes de neurosciences qui me viennent de plasticité cérébrale, où en gros, quand nos canaux, quand les routes, on va dire, de nos neurones, elles sont déjà construites et bien solidifiées, c'est très difficile d'imaginer quelque chose de nouveau. Et là, ouvrir les portes du jeu, l'archétype me parle d'autant plus parce que vraiment, là, ça nous permet de nous détacher complètement de ce qu'on expérimente en temps normal et de s'autoriser à prendre des risques. Et là, on va créer des nouvelles connexions. Putain, il y a Mmh. ça qui existe. Je savais même pas que ça existait. Et du coup, si ça existe, ça veut dire qu'avec tel partenaire, ça peut donner ça. Dans telle émotion, dans ce que je traverse, dans tel moment de ma vie, ça peut donner ça. Et du coup, ouais, la toute petite, le petite ouverture qui peut se créer, ça crée un monde, en fait. Et quand on en prend conscience, l'ennui, c'est impossible qu'il revienne. Le seul chemin, ça va être du coup de lutter contre ces constructions de routines et de ne pas croire aux routines qu'on se crée, ou en tout cas aux automatismes ouais, qu'on va créer dans notre esprit et qui vont faire pour nous que ce qu'on expérimente, c'est la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça se passe et ben, dans tous les cas, ce sera pas autrement parce que c'est toujours les mêmes personnes, parce que c'est toujours Mmh. les mêmes musiques, parce que blablabla. Donc faire taire ce blabla mental. Je suis en train de réaliser que pendant que tu disais ça, j'étais en train de me dire que personnellement, je suis allergique à la routine. Et j'ai passé ma vie à, quand j'avais l'impression d'avoir fait le tour d'un endroit, je passais à un autre endroit. Donc je voyageais beaucoup. Et il y a deux choses. La première chose, je réalise que du coup, en gardant ce schéma, j'ai créé une routine. Et qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que cette routine, c'était une routine et que ça ne m'allait plus. Et la deuxième chose, c'est que je me rends compte que c'était pas la routine en soi que je fuyais. C'est que je fuyais de ressentir ce que je ressentais sur le moment. Que ce soit une peur, une tristesse, une colère ou peu importe. Et je pense que dans l'ennui, j'en suis persuadée d'ailleurs, dans l'ennui, c'est pas qu'on s'ennuie, c'est que il y a, euh, on ressent des choses que l'on réprime. Et du coup, ça crée une espèce de, c'est quoi le mot, d'engourdissement, d'anesthésie. On a l'impression de rien sentir, que tout est plat, que rien ne se passe, alors qu'au final, il se passe déjà beaucoup de choses. Mais c'est un peu, j'ai l'impression, le, nos sentiments qui nous poussent à évoluer, à aller au-delà de notre zone de confort, et nous, on veut pas, on résiste. Et du coup, ça crée ce, ok, il se passe rien, c'est toujours la même chose. Et à partir du moment où on débloque quelque chose, là, il y a tellement de choses qui s'ouvrent, tellement de choses à expérimenter. Il y a un autre truc aussi qui vient, c'est quand, quand ce qu'on expérimente, même si c'est nos routines, quand ça répond à un besoin qu'on a ou à quelque chose que notre ego nous demande d'avoir, c'est difficile, c'est encore plus difficile de sortir de cette zone de confort. Parce que il y a une histoire de nous-mêmes qui est validée dans cette expérience. Et l'exemple là qui me vient, c'est ce que j'ai expérimenté personnellement, que j'ai partagé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps dans le groupe, c'est que moi, ma danse de prédilection, c'est vraiment la kizomba. Et j'avais cette image de moi de, il faut surtout pas que je déconne en termes de la quantité de styling que je fais ou la précision dans mes pas. Il faut que je puisse tout suivre parce que je m'étais donné une valeur par rapport au rendu de mes danses. Autant en follow en lead. Et en fait, quand j'ai commencé ces expérimentations et que je les ai fait principalement en keys,
là, je me suis vraiment vue débloquer des routes où justement je n'étais plus dans cette routine de il faut absolument que je rentre dans cette case-là, sinon j'ai pas de valeur. Mais ça m'a permis de prendre beaucoup plus de risques. Au début, c'était un peu bon, c'est pas en mon nom parce que c'est au nom du jeu, c'est ce que je ressentais en tout cas en moi. Et quand j'ai pris conscience de ça, je me dis, mais en fait, c'est pas ok. J'ai pas envie de me restreindre juste pour confirmer cette identité que je m'étais construite. Et je pense que c'est pour ça que ce sujet-là ouais, de se créer des identités, ça me tient particulièrement à cœur parce que je l'ai vraiment vécu. Non, mais en fait, Mm. c'est pas moi. C'est pas. Enfin, cette image-là que j'essaie de faire valider, ça me réconforte. Je l'utilise parce qu'il y a quelque chose en moi qui va se sentir mieux après ça. Mais c'est pas ce que je veux créer. Ça m'empêche d'aller jusqu'au bout de ma créativité, d'aller jusqu'au bout de tout ce qui est potentiellement à ma portée. Et ouais, voilà, je voulais juste apporter ça parce que je le vois pour moi et dans les partages, je pense que je l'observe aussi. Mais ces croyances qu'on a sur nous-mêmes peuvent être parfois tellement fortes que, ok, on peut apporter du jeu, mais c'est très facile de se dire oui, ben voilà, mais dans tous les cas, ce sera pas moi ou ce sera pour pendant un temps et je le prends pas Mm. à cœur. Alors que si vraiment je prends ça comme un ok, qu'est-ce que ça veut dire cette expérimentation sur comment je me comporte aujourd'hui dans le milieu de la danse par exemple, mais dans autre chose, alors je peux avoir une visibilité sur qu'est-ce que je choisis ou non dans mon comportement et que du coup, qu'est-ce qui est ok ou pas et je peux réajuster. Je peux, en fait, je peux m'offrir l'opportunité du choix. Ouais, merci. Je pense qu'on en a parlé vite fait, mais pas en profondeur, et je trouve ça hyper intéressant la richesse en fait de cette expérimentation sur devenir un archétype et vraiment sortir de mon identité pour rentrer dans l'identité de quelqu'un. Et la distinction qui manque ici, c'est que je ne suis pas mon identité. Je ne suis pas euh, mes croyances, mes opinions, euh, ouais, mon ego, mes masques. Je ne suis pas ça. Mon être est beaucoup plus large que ça. Et comme en tant qu'humain, on a une grande tendance à s'identifier à ça, le fait de vraiment se plonger dans cette expérimentation, de se plonger dans quelqu'un d'autre, dans une autre identité, dans un autre... c'est pas un autre corps, c'est une autre énergie, un autre archétype. Ça, ça peut permettre de moi me rendre compte que je suis beaucoup plus que cette boîte que j'ai. J'ai cette boîte et je ne suis pas cette boîte. Et ça, pour moi, c'est incroyable de se rendre compte de ça. Parce que au jour d'aujourd'hui, mon être s'exprime à travers ça et je n'ai pas à m'exprimer à travers ça. Je peux m'exprimer à travers beaucoup plus que ça. Et ouais, et j'entends aussi beaucoup dans la danse sociale. Ce que j'ai partagé par exemple, c'est que j'avais beaucoup de mal à, à prendre le risque de me séparer de cette identité que j'ai d'être une bonne follow. C'est-à-dire que je suis bien. Et du coup, je me suis rendu compte que en m'identifiant à cette identité, ça me, ce que je sacrifiais, c'était mon centre, mes mouvements, ma technique et ce que je voulais vraiment créer dans la danse. Parce que j'étais hyper adaptive au leader pour garder vraiment cette identité de je suis une bonne follow. Et c'est vraiment mon chemin actuel et c'est vraiment hyper challenging parce que j'ai cette peur. C'est comme si on m'enlève cette identité de je suis une bonne follow, il me reste plus rien. C'est fou. Non, c'est ouf. Ouais. Surtout que je pense qu'on l'expérimente. Enfin, je pense on l'expérimente tous parce qu'il y a cette volonté de bien faire, de bien danser, de faire passer un bon moment à la personne en face et du coup, la tendance à s'oublier ou en tout cas à notre expérimentation, enfin, notre expérience du moment est validée à partir du moment où on nous valide. Mm. Et c'est là où forcément il y a il y a plusieurs voies, mais il y a notamment soit j'arrive à être fidèle à mon centre et à ce que j'ai vraiment envie de créer sur le moment, soit l'urgence que je ressens d'être validée prend le dessus et du coup, je m'empêche de pleinement expérimenter ce que j'ai envie de ressentir, d'expérimenter. Ouais, j'ai envie de mettre là aussi le fait que on soit une petite communauté. C'est-à-dire, c'est des gens qu'on va revoir. On est un peu toujours tous les mêmes personnes ensemble,
Du coup, ça crée encore plus de poids sur ce que pensent les autres. L'expérience que je fais vivre à quelqu'un, par exemple, elle va avoir beaucoup plus de poids dans le retour que les gens font que si je rencontre quelqu'un dans la rue que je vais jamais revoir. Et, et toujours en parlant de mon expérience, je me dis, il y a cette peur de, mais si je garde mon centre, parce que sur la piste, il y a vraiment des moments où j'ai l'impression de tout sacrifier, de vraiment me perdre complètement si je suis le lead de la personne. Et je me dis, ok, si là, je garde mon centre, du coup, ça va créer de la résistance, ça va créer une danse qui est peut-être hyper désagréable. Et du coup, il y a beaucoup de chances que cette expérience que j'ai créée pour cette personne, ça revienne dans mon expérience par plusieurs personnes. Donc comment je me tiens en fait à moi et à ce que je suis et à la variété de ce que je suis aussi. De ok, là c'était une expérience qui n'était pas agréable et ça me définit pas en tant que personne ou en tant que danseuse. Là, j'ai été une bonne follow et ça me définit pas en tant que personne ou en tant que danseuse. Il y a des moments où je vais être une bonne follow, il y a des moments où je vais pas être une bonne follow parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est prioritaire. Ça, c'est un gros process. Parce que je me suis identifiée à ça pendant plusieurs années. C'est c'est hyper intéressant. Ouais. C'est hyper intéressant et je pense que c'est c'est quelque chose qui est c'est tellement dur d'en sortir parce que là, c'est pas juste nous c'est-à-dire que si on a une vision de qu'est-ce que c'est qu'être conforme dans un environnement donné et que au final, pour nous-mêmes, on va essayer de sortir de cette boîte-là pour se challenger, c'est déjà quelque chose. Mais se confronter à ce que l'autre personne peut potentiellement penser de nous, ou en tout cas nous renvoyer, c'est un double challenge qui fait que cette expérimentation est d'autant plus challengeante quand elle est prise à cœur, quoi. Mm. Et c'est assez fou ouais, de s'autoriser en fait à être pleinement soi. Et en fait, au final, c'est même exactement ça. C'est comment je retrouve mon authenticité dans cette expérience et à quel point le lien que je peux créer avec l'autre peut être d'autant plus renforcé parce que je suis plus moi que jamais. C'est-à-dire que si on considère que tout le monde est là avec un masque et que tout le monde est là avec ces codes-là de conformité, bah, du coup, on va rencontrer une sorte d'autres robots un peu dans toute planète. J'exagère un peu, évidemment, mais c'est pour vraiment marquer le truc. Alors que si là, je me dis, ok, là, je veux montrer ma patte à moi. Je veux montrer des choses que, ben, normalement, on les voit pas dans ce milieu-là, mais là, je vais oser le faire et je vais le faire devant toi, là. Et tu vas me tenir l'espace pour ça. Je vais Mm. m'autoriser à le faire. Et moi, je peux aussi te tenir l'espace pour ça. Viens, on joue. Viens, on fait des trucs que jamais personne, ils ont pensé que ça allait être possible d'expérimenter, de jouer, de rêver. Dans cette scène-là de danse sociale. Et c'est là que la magie se crée. C'est qu'en plus, déjà, on se montre vulnérable pour nous-mêmes, mais en plus, on a un complice et qui peut potentiellement lui aussi rentrer dans ce jeu-là, rentrer dans ce que c'est que d'être pleinement soi, dans le moment présent, ensemble, à deux. Et là, au final, on rentre dans tous les précédents thèmes qu'on a pu aborder, d'autant, enfin, en l'occurrence, la présence me vient vraiment à l'esprit. Mais qu'est-ce qui tue l'ennui et l'automatisme? C'est la présence, c'est le retour à soi, et c'est qu'est-ce que là, maintenant, tout de suite, j'ai envie d'exprimer, qu'est-ce qui est juste, où est-ce qu'il y a de la vie, où est-ce qu'il y a de l'amour, où est-ce que c'est là, qu'est-ce qui est là, quoi. Donc, ouais, c'est... Et je réalise du coup que ce thème, c'était aussi étendre ses possibilités ou trouver des nouvelles manières de jouer. Parce que, ouais, on a tendance on associe le jeu à la joie ou au plaisir ou à ce qui est agréable. Et pour moi, d'aller dans l'inconfort, c'est aussi une manière de jouer. C'est une manière de jouer qui est, euh, moi je l'appelle le high drama. C'est-à-dire cette manière de vraiment aller, comment je peux mettre des mots dessus ouais, consciemment jouer des archétypes pour servir mon être, pour servir ce qui va me permettre d'évoluer. Et forcément, c'est pas que du plaisir, c'est pas que du confort, c'est pas que de la joie,
mais je peux aller dans des choses qui sont peut-être un peu moins agréables et ressentir quand même cette joie très profonde de ouais, je suis en train de trouver des autres manières de jouer, d'être présente, d'être vivante, genre d'être radicalement vivant. Pour moi, c'est le plus grand jeu de cette réalité. Et ce que tu disais aussi, il y a une espèce de, il y a un paradoxe entre cette expérimentation des archétypes qui est une proposition finalement de sortir de moi. Et au final, de sortir de moi, ça me permet de revenir encore plus à moi et de me délester un peu des choses qui me servent plus ou qui sont plus alignées avec qui je suis maintenant. C'est ça la magie de ces exercices, c'est que peu importe ce qu'on va expérimenter, il y a toujours des portes pour qu'on se rapproche de plus en plus de nous-mêmes, de cette essence qui va au-delà des pensées et des identités, et de qui on pense qu'on est, et de qui les gens pensent qu'on est, et d'être pleinement ici et maintenant dans ce qui est vrai maintenant. Drop the mic. C'est trop beau. On a réussi. Ouais, On a fixé le problème. Hmm. Ouais, et ouais, je voulais quand même parler de la zone de confort, tu en as parlé. Parce que la zone de confort, c'est aussi une zone de très gros inconfort. Et je ne pense pas qu'on puisse. C'est difficile en tant qu'humain de rester dans cette zone de confort, puisque la vie nous pousse à en sortir, à nous étendre, à évoluer. Et donc, dans cette zone de confort, il y a beaucoup de douleur. Et on peut passer notre vie à réprimer cette douleur et à s'efforcer de ne pas la ressentir. Mais une fois qu'on s'autorise à la ressentir, c'est là que vraiment il y a cet élan de vie de je peux choisir d'être là et je peux choisir de ne pas être là. Et de vraiment retourner dans la conscience du choix. Est-ce que je choisis réellement ça et pourquoi je le choisis? C'est-à-dire, est-ce que je le choisis parce que je le veux ou est-ce que je le choisis parce que je ne peux pas être dans l'autre option? C'est est-ce que je choisis de rester dans ma zone de confort parce que ma peur d'en sortir est trop grande, par exemple? C'est ça, et aussi la notion de zone de confort, moi je l'associe beaucoup au mode survie. C'est-à-dire qu'il y a le mode survie, des choses qui sont mises en place pour que on puisse vivre de manière sereine, enfin, sereine. C'est plus comment on peut s'adapter à notre environnement. Et du coup, ça veut pas dire que ça nous correspond, ça veut dire que on s'est adapté du mieux qu'on pouvait pour se sentir exister, pour survivre, pour se sentir aimé, pour se sentir vu, par rapport à ce qui est présent à nous dans notre environnement à l'instant T. Et le fait de sortir de cette zone de confort, de prendre la décision, d'avoir le courage de prendre la décision de sortir de cette zone de confort, c'est s'autoriser à vivre et non plus de rester dans cette boîte de survie. Et encore une fois, le but, c'est pas de ne jamais être dans sa zone de confort ou justement de toujours être dans la sortie de sa zone de confort, mais parce que dans tous les cas, c'est pas possible et c'est pas ce qu'on veut, parce que notre système nerveux a besoin d'être posé, il faut que ça fasse sens aussi. Mais prendre conscience que on est dans une zone de confort, euh, on fonctionne de manière à ce qu'on puisse survivre et non pas à ce qu'on puisse vivre, ça apporte déjà une distinction qui peut nous en Mm. apprendre beaucoup sur ce qu'on expérimente chaque jour. Mm. Il y a mon chat qui te répond. Ah. Je regarde si on avait autre chose. Euh, Je pense qu'on a fait pas mal. Hein. ouais, je pense qu'on a fait pas mal. Quelle heure il reste 2 minutes? Ah, j'avais noté ça. Est-ce que tu veux parler de séduction, shadow work? Ouais, j'étais en train d'y réfléchir. Je pense que j'ai quand même envie d'ouvrir la porte parce que ça me paraît intéressant on a un
peu hésité justement avec Andrea à vraiment placer ce sujet-là là tout de suite. Je pense que ça fera clairement partie d'un live à part entière. Enfin vraiment, je pense qu'on va aller creuser ce sujet-là. Et pour moi, c'est un des sujets qui me passionne personnellement le plus parce que justement, ça nous arrive à tous et le milieu de la danse sociale, forcément, on plonge clairement dedans. Quand on parle d'archétype, on peut imaginer le fait d'incarner notre part plus noire en quelque sorte, notre shadow. Et dans la shadow, il y a toute la partie séduction. Et donc, il y a un peu le concept de séduction est tellement associé au plaisir, à partager quelque chose avec quelqu'un ou enfin, je trouve que la manière avec laquelle c'est amené, on s'en méfie pas assez, si j'ai envie de dire. C'est comme si c'était quelque chose de normal parce que dans notre société, c'est quelque chose qui a été normalisé. Et au final, quand on danse, bah, il y a une polarité déjà dans le leader, le follow qui sont bah, justement plus un homme, une femme. Donc il va y avoir une interaction de l'ordre de la séduction. Mais là, ce qui est intéressant à observer et ce qu'on a pu observer du coup dans ce thème-là, c'est qu'une fois qu'on adopte euh, cette partie-là séductive en nous, séductrice plutôt, euh, on tue un certain lien avec la personne en face parce qu'on attend quelque chose, on essaie d'attraper quelque chose de l'ordre de la validation, de l'ordre de l'amour et du coup on coupe le lien authentique entre soi et l'autre. C'est, ouais, je pense que déjà c'est l'introduction de base que j'ai envie d'apporter et c'est un sujet qui est tellement vaste parce que on le rencontre tellement dans cette situation-là, mais partout ailleurs que je pense que ça vaut le coup de vraiment rentrer en profondeur là-dedans. Ouais, juste pour compléter, c'est vrai que ce sujet, il rentrait un peu en lien parce que il y a la notion de plaisir, d'aller vers ce qui nous apporte un confort ou un réconfort, et du coup, d'entrer dans une dynamique de séduction avec quelqu'un, c'est quelque chose qui peut nous apporter du plaisir, qui apporte du plaisir et qui nous apporte un réconfort. Et ça pose la question de quelle est la partie de moi qui ressent du plaisir? Et est-ce que ce plaisir est aligné et conscient, euh, ouais, et responsable, je dirais même. Est-ce qu'il est responsable? Est-ce que en allant vers ce plaisir, je prends responsabilité de ce qui se passe réellement à l'intérieur de moi? Et une dynamique dans notre société qui est sexuellement malade, où la sexualité prend une place démesurée et complètement weaponized, ça n'existe pas en français, et prise comme une arme en fait. Euh, c'est qu'on utilise la séduction pour obtenir quelque chose, comme tu l'as dit, pour manipuler, pour obtenir quelque chose. Et on se posait la question de est-ce que c'est possible d'utiliser la séduction euh, consciemment de manière responsable? C'est une question que je me pose. Et il faut dire que toutes les deux, on a beaucoup déjà creusé sur ce sujet qui est hyper intéressant et qui a déjà, qui nous a déjà transformé très profondément. C'est pour ça que c'est hyper important pour nous. Et j'ai perdu le fil, il y a un truc que je voulais dire. Oui, du coup, comme tu l'as dit, euh, personnellement, je me suis rendu compte que j'utilisais principalement la séduction dans des situations où j'étais inconfortable, où je me sentais en insécurité, où je me sentais exclue. Et du coup, j'utilisais cette séduction pour créer du lien avec le groupe. Pourquoi c'est une dynamique qui est irresponsable? C'est parce que je ne prends pas responsabilité de ma peur, ma tristesse, de ce qui se passe réellement en moi. Et je les cache en utilisant un mécanisme qui me permet de ne pas ressentir ce que je ressens à ce moment-là. Du coup, j'utilise les personnes en face de moi pour réprimer ce qui se passe réellement en moi. Et c'est là que on parle d'irresponsabilité et de séduction inconsciente qui viennent servir des objectifs euh, qui sont inconscients parce qu'à ce moment-là, je ne me rends pas compte de vraiment ce que je ressens. Voilà. Je pense que c'est intéressant de mettre cette distinction entre, ok, on utilise ce qui nous attire, ce qui nous donne du plaisir, et en même temps, il y a différents types de plaisir et il y a différentes parties de moi qui ressentent du plaisir pour des bénéfices différents.
Ouais, c'est déjà très clair. Je pense que j'ai terriblement envie de plonger, mais je pense que c'est déjà bien si on s'arrête là. Du coup, ça me Ouais, donne vraiment hâte. on en Ouais, fera un ouais. là-dessus. Mm. Mais Mais c'était, en plus, ouais. C'est un sujet qui a vraiment suscité en plus ouais, ouais. l'intérêt dans le groupe. On a vraiment échangé là-dessus et je pense que ça intéresse euh, globalement tout le monde parce que tout le monde est concerné par ça et on a chacun nos mécanismes de séduction et, et j'ai vraiment envie d'aller un peu plus en profondeur sur la subtilité. C'est-à-dire que ça va pas juste être regarder quelqu'un intensément ou enfin, il y a des stratégies qui sont évidentes et il y a d'autres mécanismes qu'on met en place qu'on ne voit pas forcément, qui sont beaucoup plus subtils et qui sont justement, qui font partie de ce masque de la séduction. Et du coup, c'est intéressant d'avoir conscience en fait de ce panel d'actions que cette part d'ombre a, parce que c'est quelque chose qu'on a tellement normalisé que on ne sait plus faire autrement. On ne sait plus faire sans séduire. On ne sait plus faire sans manipuler pour obtenir. Et ça ne veut pas dire que on ne peut pas émaner notre énergie. C'est juste que la séduction, c'est vraiment la définition de je montre mon énergie, je fais une sorte de parade pour prendre quelque chose aux autres, pour nourrir quelque chose en moi qui n'est pas répondu. Alors que on a cette capacité, cette énergie dans tous les cas, elle existe en nous et elle est complètement saine. Enfin, déjà, elle est neutre, mais elle est complètement saine si on en prend conscience et si on sait comment l'utiliser. On peut émaner cette énergie sans vouloir prendre, mais juste enfin, c'est juste une énergie qui va nous permettre d'exister dans le moment. C'est hyper puissant. Ouais. Et juste pour finir, j'avais deux distinctions, il y a une qui est partie. La première, c'est que c'est ni mal ni bien, c'est une stratégie qui permet quelque chose et qui est très efficace. Parce que on l'utilise tous d'une manière ou d'une autre. Et oui. Et il y a, comme on a dit tout à l'heure, il y a une tendance aussi à l'intellectualiser et à, à l'utiliser comme une arme, que ce soit envers moi-même ou envers les autres. Dire, ah oui, cette personne me séduit, essaye de faire ça, ou là, je suis en train de faire ça et c'est quoi le mot? Non, non, je me lynche, Ah oui, oui, c'est ça? oui, lyncher ça. Et voilà, on essaie de sortir de ça et ouais, de s'autoriser à ressentir aussi ce qu'il y a derrière cette stratégie. Et c'est là qu'il y a vraiment un pouvoir de transformation et une prise de responsabilité et du coup une prise de pouvoir sur ce que je crée dans ma vie. Je pense que c'était une bonne intro sur ce sujet. Ouais, On y ouais. reviendra. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur dans le monde de la danse sociale et qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel, je pense. Moi, je pense que c'est pareil. Je pense que déjà, il y a le milieu de la danse sociale et puis ça, la richesse fait que ça se répand dans tout ce qu'on expérimente dans notre vie et tout ce qu'on chase, tout ce qu'on va aller chercher aussi à l'extérieur, la sexualité, tout ce que on va mettre en place pour obtenir quelque chose de l'autre, des autres. Et ouais, c'est absolument passionnant parce que c'est quand on se penche là-dessus que et qu'on arrive à comprendre nos mécanismes et le pourquoi on fait tout ça, que on peut sortir de ces réflexes de survie et vraiment rentrer dans le OK, qu'est-ce que je veux créer? Mm. Ouais. Mm. Ouais, très bonne intro. Je pense on peut mettre fin. Ouais. Donc voilà, c'était le dernier live de ces 3 mois d'expérimentation. On vous tiendra au courant de la suite. Je pense qu'on continuera à faire des lives parce que on aime ça et qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui ressortent. J'aime beaucoup d'ailleurs ce process ouais, de rentrer dans l'inconnu et de me laisser nourrir par l'espace spontanément. Et, et voilà, autre Ouais, chose. et déjà les lives, même moi, je pense que j'aurais jamais cru que ça m'aurait parlé. Et en fait, je pense que je m'y habitue et je kiffe ça vraiment.
C'est hyper nourrissant et les groupes, enfin là, le groupe qu'on a eu, je pense que euh, j'ai pris aussi énormément de plaisir autant à proposer qu'à lire, qu'à échanger, à partager et ouais, je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire à ce niveau-là et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire naître de tout ça. Ouais, merci vraiment à tout le monde d'avoir partagé, d'avoir participé. Il y a eu beaucoup de choses qui sont ressorties. C'était un challenge pour nous parce que c'est un projet nouveau et qu'on savait pas trop comment ça allait se passer. Et ouais, moi, ça m'a apporté beaucoup de joie aussi de pouvoir partager avec des personnes avec qui je danse régulièrement ou des personnes que je connais pas forcément mais que je vois souvent et de vraiment créer, ouais, créer de l'intimité sur un autre niveau et, et nous sentir aussi partie d'une équipe en fait. Okay, on se soutient, on essaye de vraiment être là et que ce soit bon là il y avait beaucoup de personnes de Paris quand même et de se voir en soirée et de se poser la question ok qu'est-ce que tu expérimentes ce soir et est-ce que tu veux faire ça avec moi, ça c'est vraiment c'est ouais, c'est un peu une vision que j'avais et qui se réalise petit à petit et je trouve ça fou. Et on est en train de créer des nouveaux espaces de danse avec plus de conscience. C'est en train d'arriver et je trouve ça vraiment incroyable. Ouais, franchement, rien que pour ça, ça vaut le coup d'être en vie. Est-ce qu'il y a des ballons qui sortent chez ça? Eh, Oh là là, pff, trop fort. trop Trop bien. cool. Bien. Merci, merci à tous ceux qui Merci. nous ont suivis jusqu'ici déjà. Ouais. Et puis à Et bientôt, à très vite. à très très vite. Bisous. Bisous, bye bye.